J'ai fait l'Afghanistan, la Somalie, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Kenya. Je trouve que l'image, c'est un réel truc d'engagement. Parce qu'en fait, il se joue tellement de choses derrière une image et tu peux tellement dire des choses sans les verbaliser en tant que telles. Moi, Marie-Laure de Decker, je la connaissais, c'est trop bizarre, mais je connaissais son nom parce que je connaissais des photos qu'elle avait prises qui n'étaient pas des photos de guerre. Du coup, je connaissais pas en fait tout le truc sur le Tchad et tout. Savoir que j'allais participer à ce podcast, ça m'a permis de me poser des questions un peu restructurantes à un moment où là, voilà, plus ou moins, j'ai décidé que j'allais repartir sur le terrain. Salut, vous écoutez Tilt, le podcast qui vous raconte des parcours d'engagement. Et vous partage les déclics culturels de nos invités. Aujourd'hui, on accueille Mathilde qui va nous parler de mission humanitaire. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre podcast. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Mathilde, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc Mathilde, j'ai 28 ans, je vais sur mes 29 ans. J'ai grandi dans le sud de la France, je suis née à Marseille, je suis humanitaire, je travaille dans l'humanitaire depuis un peu plus de 4 ans maintenant. J'étais ce qu'on appelle une chargée de projet. Je travaillais dans une petite unité dont l'objectif était de développer en fait des programmes de manière un peu différente de la manière dont on a tendance à mettre en place des programmes dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, souvent, tu crées des activités en fait en amont que tu vas ensuite, une fois le financement débloqué, mettre en place dans le contexte dans lequel tu interviens. Et là, l'idée, c'était un peu de développer une approche territoriale, donc pour vraiment arriver à faire en sorte que nos programmes, nos projets soient beaucoup plus ancrés dans les réalités locales. Donc en fait, quand j'allais sur le terrain, c'était à la fois pour disséminer ces bonnes pratiques et cette manière de penser et de faire, et en même temps un peu prendre le pouls des contextes pour voir si notre approche elle avait beaucoup plus de sens dans ces contextes-là, faire un peu de la prospective et de la stratégie sur comment on va le développer. Okay. Et ensuite le Tchad, du coup c'est là où ça lie beaucoup plus avec on va dire mon intérêt pour les migrations. Mais en fait quand je suis partie au Tchad, c'était pour à la fois continuer dans cette approche territoriale et réfléchir à comment on peut faire des projets comme ça. Et aussi, du coup, travailler vraiment sur les migrations, en l'occurrence dans ce contexte précis, les autorités locales, dans la gestion de camps de réfugiés ou alors sites informels, donc c'est pas les camps en tant que tels, c'est vraiment plus informel, de réfugiés. Donc pour cette première œuvre, donc Né sous la même étoile, qui est donc un morceau d'Ayam. Alors, c'est sorti en 1996, si je dis pas de bêtises. Ouais, ou 97, un truc comme ça. Ouais, je crois. Dans ces eaux-là. Ouais. Tu le découvres à quel âge ? Alors, je l'ai découvert, je pense, assez jeune, parce que j'étais dans une famille avec beaucoup de musique à la maison tout le temps. Mais je pense que ma première écoute, dont je pourrais un peu plus me rappeler, c'est, je pense, vers mes 7, 8, 9 ans, un truc comme ça. Ah, ok. C'est parce que moi, je faisais pas mal de basket quand j'étais jeune. J'ai fait 10 ans de basket. Et du coup, c'était un son que souvent, en tout cas moi j'ai souvenir de l'avoir écouté avant d'aller à mes matchs de basket, à un âge où j'avais pas fait d'études de sciences politiques, j'avais pas touché aux sciences sociales, donc en fait c'était les paroles, je trouve, de cette chanson sont très fortes. Pour moi c'est un peu une sorte de poème qui se déroule. Je pense que ça me permettait en fait d'une certaine manière de mettre des mots sur des concepts qui m'étaient pas vraiment familiers, on va dire. Mais du coup, surtout les trucs de l'illusion de la méritocratie comme on nous la vend, la question des inégalités sociales, des injustices, etc. Et je pense que ça résonnait d'autant plus que moi, donc, j'allais à des matchs de basket et je pense que le sport, était pour moi une manière où j'étais confrontée en fait à ces sujets-là directement. Parce que mes coéquipières et mes potes, en fait, on venait pas tous du même milieu social, on n'avait pas tous grandi avec les mêmes chances. Je pense qu'on n'avait pas toutes les mêmes opportunités et perspectives et tout. Mais c'est aussi un endroit où je trouve se joue beaucoup de rapports de rapports de domination, de pouvoir, et c'est un révélateur aussi d'inégalité. Et donc je pense que d'une certaine manière, ce son que j'ai associé de facto au sport, mais c'est pas lié, c'était vraiment une manière pour moi de mettre des mots assez simples sur des choses très structurantes et qui ont pris encore plus de sens plus tard. Tu vois, plus tard, quoi. Avec ouais, exactement. C'est intéressant parce que c'est un son, quand tu l'écoutes, qui parfois, à certaines phases, qui a un peu une résonance internationale. Donc ça, je pense que ça a encore plus résonné avec ce que tu as fait dans l'humanitaire. Je pense qu'en fait, c'était
une chanson qui permettait... c'était pas un son révélateur, mais en tout cas, c'était plus un truc de « Ah, ok, en fait, tout ce que je vois autour de moi... » Parce que bon, tu vois, je dis ça, mais en fait, je sais pas, quand t'as 3, 4, 5 ans, tu marches dans la rue... t'es juste confronté à des très très grosses problématiques qui structurent le monde dans lequel t'es et tout. Et bon, tu vois qu'il y a un problème, mais tu sais pas. Mais ouais, je pense que donc c'était plus un engagement, en tout cas une prise de conscience un peu politique et sociale, quoi. Donc, tu nous as parlé d'un autre film, Welcome, donc, qui date de 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, toi, tu le découvres à quel âge? Tu peux nous en parler un petit peu du film? Je pense que je l'ai découvert honnêtement quand il est sorti. J'ai pas souvenir de l'avoir vu au ciné, mais je pense que c'est ma mère qui a dû me le montrer à la télé, à la maison. Et j'ai souvenir d'un film... Alors, bon, ma mère, déjà, quand elle montrait des films, souvent, c'était des films un peu durs et tout. Genre, il y avait un peu cette espèce de truc... bref. La télé était dans un placard, mais quand on l'ouvrait, on savait qu'on allait passer un moment, Que des films avec Vincent Lindon. Alors, pas qu'avec Vincent Lindon, mais en tout cas, c'est souvent assez intense. Beaucoup de sous-titres et tout. J'étais en mode genre, waouh. Mais du coup, ce film m'a particulièrement marqué. C'est pas un film en fait qui a vocation à dénoncer en tant que tel. Enfin, je pense que j'imagine que c'était pas trop un truc qui avait pour optique d'être très politique, parce que j'ai l'impression qu'en fait on traite le sujet, la question en tout cas d'une personne qui donc quitte son pays. Donc là en l'occurrence c'est l'Irak. C'est un jeune Kurde qui quitte Mossoul et qui voyage pendant 3 mois pour arriver en fait en France à Calais. Et lui, il a pour, son objectif en fait, c'est de rejoindre Londres, de traverser la Manche. Et du coup, le film en tant que tel, il aborde la question des migrations, des exils, etc. Mais sous un prisme vachement plus intime. Il y a plus de pudeur. Et en fait, c'est un peu, une amitié qui se crée entre 2 personnes qui, par définition, n'ont pas grand-chose qui les relie, à part peut-être un truc autour de l'amour. Ouais. Oui, parce que lui veut reconquérir, pour l'explication, Simon, donc le maître nageur, veut reconquérir son ex-femme, et du coup il prend sous son aile quelqu'un qui veut rejoindre à la nage l'Angleterre. Il lui apprend à nager. Exactement. Et donc le jeune Irakien, Bilal, Bilal. lui veut rejoindre l'Angleterre pour rejoindre sa petite amie. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et pour devenir joueur de foot aussi. On retrouve un peu on retrouve le sport. Ouais, un fan de Manchester, je crois. Ouais, c'est ça. Toi, voilà, ce qui te parle, c'est ce côté du film, en tout cas, ce prisme long qui est pris. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais là, je le fais avec une posture un peu plus de recul et tout, mais donc 2009, ça veut dire qu'on était bien avant ce que les médias appelaient la jungle de Calais, qui, elle, était plutôt 2015-2016. Mais là, du coup, à 2009 à Calais, donc on était à un moment où tu avais déjà pas mal de personnes qui arrivaient d'Afghanistan, Soudan, Érythrée, etc. Mais il n'y avait pas autant de monde que ce que l'on a pu connaître les années d'après. Et tu vois dans la manière dont c'est filmé, les trajectoires des personnes qui sont là, ce qui les réunit et ce qui les différencie aussi, et toute la question du rejet en fait par certains habitants à ce moment-là dans le film. Le rejet, la peur de l'autre, tu vois, le côté hyper oulala, attention, on les connaît pas, ils sont dangereux et tout, bref. Et donc ça, en fait, c'est ça, moi, qui m'avait marqué. Et après, je veux pas spoiler sur le film, parce que voilà, mais il y a quand même un truc qui monte en crescendo dramatique et tout, et donc moi, c'est ça qui m'a marqué, en fait. Et je pense que ça a éveillé, en tout cas, une conscience de la manière dont les politiques publiques traitent les phénomènes migratoires, et du coup a peut-être créé en moi en tout cas un sentiment un peu d'injustice profonde, et donc ça a commencé à faire en sorte que moi je m'intéresse beaucoup plus à la question des migrations. C'est un film quand même qui est assez critique sur les méthodes les méthodes de la police. Oui, carrément. Tu vois en fait tous les bâtons qu'on met dans les roues de Simon qui plusieurs fois est convoqué parce que il héberge. Il se fait arrêter parce qu'il héberge des personnes. Enfin, je veux pas sans trop raconter le film, mais il héberge, il aide, etc. Ça pose question, et toute le vocabulaire aussi qui est utilisé par les policiers dans le film, en l'occurrence, où en fait ils parlent de suspect à chaque fois, suspect parce que migration illégale, vous êtes illégalement sur le territoire et tout. Ouais, c'est un truc que je trouve aussi intéressant dans le film,
c'est que donc Simon, le personnage du maître nageur, c'est un personnage qui aussi change totalement de prisme donc sur l'immigration, parce qu'au début du film il est un peu neutre, quoi. Il s'en fout, en fait. Et comme il veut reconquérir son ex-femme, donc lui, c'est vraiment son truc, c'est le cœur de sa vie, quoi. Il décide d'aider Bilal, mais en fait, son prisme recule complètement, et son ex-femme, en fait, ses problèmes, c'est rien par rapport à des problèmes plus graves, finalement. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que aussi t'as un peu aussi ce recul-là, c'est-à-dire que comme t'as voyagé aussi, t'as fait de l'humanitaire. Alors c'est dans quel pays? J'ai fait pas mal de pays différents. J'ai fait l'Afghanistan, la Somalie, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Kenya, la Jordanie, mais à ce moment-là c'était pour la mission Syrie, en Syrie. Et j'ai aussi fait la Moldavie. D'accord. Voilà. Ça, c'était à ce moment-là, c'était vraiment des missions short. Et c'est quoi que t'entends par short? Ouais, 3 semaines à peu près en moyenne. Okay. Donc vraiment courte. Ouais. Et ensuite, donc c'était l'année dernière, je suis partie en expatriation au Tchad. D'accord. Pendant 6 mois, là, en l'occurrence. Ah oui, c'est plus long. C'était plus long. Vraiment... Ouais, exactement. Okay. Et donc, et toi, c'est un peu aussi le fait de voyager, d'aller sur place, entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui, peut-être, toi, te fait... C'est-à-dire que voir aussi les problèmes sur place, voir peut-être, je sais pas, des choses très graves que tu as pu voir là-bas, si tu veux en parler après, mais ça te fait peut-être aussi prendre du recul sur tes propres problèmes ou... Ouais, grave. Non, c'est clair. Non, mais alors déjà, pour le coup, il y a vraiment un truc... En fait, moi, j'ai toujours nourri un espèce de gros syndrome de l'imposteur quand j'étais basée au siège, parce que du coup, t'es moitié confronté au truc et en même temps tu l'es pas. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'une espèce de manque de légitimité dans ton poste. Et donc du coup, en effet, quand j'allais sur le terrain, c'était vraiment un moment où je reprenais en fait plus. Pas confiance, mais en tout cas, je prenais la mesure de ce dont je parlais et je traitais en étant à distance. Et après, en effet, le Tchad m'a vraiment permis, pour le coup, de vivre le métier en tant que tel réellement, quoi. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain et qu'on est au siège que du coup, on n'est pas humanitaire. C'est pas du tout l'idée. Et ça, c'est grave un sujet dans notre secteur de petite guéguerre et tout, siège terrain et tout. Bref, mais en effet, ouais, il y avait ce truc de se confronter à des réalités qui sont autres que les tiennes et prendre mesure de, je pense, l'importance de ce que l'on fait. Prendre mesure de notre impuissance aussi sur beaucoup d'aspects, des désillusions, des trucs comme ça, quoi. Je faisais beaucoup de missions de terrain où j'étais basée à N'Djamena, mais je travaillais beaucoup à Adré, qui est donc un hotspot humanitaire, parce que c'était un site informel qui accueillait, au moment où j'y étais, 190 000 réfugiés soudanais. C'est énorme. Voilà. Et je travaillais aussi sur le contexte du lac Tchad, où là, du coup, c'est pas des réfugiés, c'est des personnes déplacées internes, donc c'est des Tchadiens qui fuient en fait les attaques de groupes armés, type Boko Haram. Et donc par rapport au film, par rapport à Welcome, pour revenir au film, toi, donc tu le découvres en 2000, enfin, donc à cette époque-là, tu connaissais pas l'humanitaire, etc. Et est-ce que toi, du coup, après toutes ces expériences, tu revois ce film un peu différemment ou tu voyais déjà, donc là, vraiment 2009, quoi, mais tu voyais déjà la sécurisation avec déjà des gros grillages et tout autour de Calais, les contrôles de police. Je sais qu'il y a l'histoire avec le truc de CO2. Ouais, exactement. L'engin qui détecte si quelqu'un émet plus de CO2 que la moyenne, etc. Ouais, ils foutent en fait un détecteur dans les camions parce que souvent les personnes essaient de passer sur les camions qui traversaient la Manche. Et en fait, ils captaient. Donc, du coup, tu voyais les personnes qui se mettaient des sacs plastique sur la tête pour pas en fait que ça détecte le CO2. Pour avoir rencontré des gens qui étaient là-bas en tant que bénévoles, ouais, c'était chaud, quoi. Ouais. Okay. Et puis en plus, tu avais un traitement médiatique du truc, pas tous les médias évidemment, mais on va dire qu'au global, tu avais l'impression que c'était une zone non-zone, quoi. La comparaison est peut-être malvenue.
tu m'excuseras, mais c'est peut-être comme une ZAD, quoi. Enfin, bah ouais, non, mais c'est ça. Enfin, c'est comme, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le mettait en avant. D'un truc sans code, sans règles, enfin, n'importe quoi. Alors qu'en fait, mais en fait, après, du coup, quand tu bosses aussi sur des sites et tout, tu fais le parallèle. En fait, c'est n'importe quoi. Parce que par définition. Moi, je trouve mais c'est géré de la même manière, en fait. Hein. Enfin, pas, voilà, mais ça reste entre guillemets un camp de réfugiés. Oui, c'est ça. Informel, parce que du coup, ce que des gens pourraient appeler des bidonvilles, tu vois, des trucs comme ça. Mais en fait, parce que t'as pas des tentes. Enfin, la différence, c'est qu'un camp, c'est quelque chose qui est planifié, avec des tentes, avec des points d'eau bien structurés, avec parfois des zones où tu vas avoir des salles de classe, des petites cliniques sur le site, etc. Alors après, sur le site, par exemple, à Adré, où moi je bossais, c'était informel, parce que l'objectif politique, c'était de faire en sorte que ça devienne pas un camp, justement. Mais tu avais quand même des points d'eau, des fourrages qu'on construisait. Tu avais des cliniques MSF, etc. Sur le site. Mais donc oui, par exemple, à Calais, en fait, c'est un espace qui s'organise en tant que tel à part entière par les gens qui habitent cet espace-là. Parce que tu as des réseaux communautaires d'entraide, parce que tu as des quartiers au sein même du site où tu vois des gens vont se regroupent évidemment par nationalité, parce que c'est là où tu vas tout de suite essayer de trouver la personne avec qui tu peux communiquer, avec qui tu partages un vécu, et puis souvent tu peux avoir des liens en fait familiaux, amicaux, etc. Donc en fait tout ça fait que tu as un espace qui est structuré, qui est organisé en tant que tel, mais juste personne politique ou un média qui prend pas conscience de ça, en fait te relayer un espèce de un non-état, enfin bref, tu vois. Mais du coup le film montre pas ça, parce que c'était pas l'ampleur n'était pas la même, mais tu voyais déjà quand même les logiques sous-jacentes, quoi. Et que c'était déjà un point de passage. Carrément. T'as parlé de MSF. C'est intéressant que t'en parles, puisque t'as en troisième œuvre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les deux autres œuvre, la dernière qui est pas une œuvre mais plus une œuvre globale, en tout cas d'une artiste, ça parle de photos, les deux, et donc la première c'est la bande dessinée Le photographe, de Didier Lefebvre, c'est ça. Donc en gros ça retrace son parcours à lui de photographe auprès de Médecins sans frontières, si je dis pas de bêtises. C'est une BD que j'ai lue assez récemment. Donc, je suis partie en Afghanistan en fin mai, début juin 2023. Et j'ai lu la BD après. Ce Didier, il est donc photographe, il vit en France. MSF lui commande une mission photo où en fait il accompagne une équipe de médecins MSF qui quitte, parce qu'à l'époque, donc on est en 86, on est en pleine guerre entre les troupes soviétiques et la résistance avec les Moudjahidines. Et en gros, du coup, t'as une équipe MSF qui est basée à Peshawar au Pakistan, qui donc doit traverser en fait la frontière pour aller monter une clinique dans un désert sanitaire dans une province qui s'appelle le Badakhshan. Et en fait, du coup, Didier, qui est lui pas humanitaire, pas médecin, il a rien de il se greffe à cette mission et il a pour objectif de tout photographier. Et en fait, j'aime trop cette BD parce que du coup, t'as trois tomes au total. Moi, j'ai l'édition qui les regroupe. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un mix de dessins et de photos. Oui, c'est de ses vraies photos à lui sur lesquelles il écrit. Sur lesquelles il écrit, c'est ça ? Ouais, en fait, t'as toutes ces planches contact, pas toutes, mais beaucoup de tirages qu'il a fait et qui, du coup, il a inséré directement dans la BD. Donc, moi, je trouve que c'est génial ce travail à la fois de récit mélangé à quelque chose de vrai. Et je crois que d'ailleurs, je sais que dans la BD, il tient un journal de bord, mais en fait, il a perdu son journal de bord quand il est revenu d'Afghanistan. Donc, en fait, ça a été réécrit, je pense, à partir de ses souvenirs et les photos, plus qu'à partir des écrits qu'il a pu prendre tout au long. Mais donc, l'Afghan, donc moi, je suis pas allée dans cette province où ils vont. Je suis pas restée à Kaboul. Je suis partie une petite semaine dans une province qui se situe dans le nord-ouest de l'Afghanistan, qui s'appelle la province de Faryab. Et j'étais dans une ville qui s'appelle Maymana. Et du coup, pour y accéder, j'ai pris un petit avion, 6 places, et j'ai traversé un peu les montagnes, Hindoukouch et tout. Et en fait, c'était assez exceptionnel de vivre ça, parce que du coup, j'ai vraiment pu voir
depuis les airs, les paysages, enfin certains paysages afghans, quoi. Et en fait, ça fait vachement. C'est pour ça que ça a été aussi un plaisir pour moi que de lire cette BD. Ça me parlait, quoi, de voir des grandes étendues. Ouais. C'est ça, des trucs, des montagnes, des gros cols. T'as de la neige, t'as après des espèces de plaines un peu hyper arides. Puis parfois, tu vas avoir des endroits plein de végétation. C'est un pays qui a l'air magnifique en plus. Sublime. Sur tes dernières œuvres, la photo a pris aussi plus d'impact parce que ça y a un truc vraiment, je sais pas, d'un vrai regard, quoi, qui te parle. Mais en fait, la photo, alors c'est toujours un truc que j'ai adoré. Je trouve que l'image, c'est un réel truc d'engagement. Parce qu'en fait, il se joue tellement de choses derrière une image et tu peux tellement dire des choses sans les verbaliser en tant que telles. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'un truc qui est un peu, je pense, lié à mon engagement, mais c'est un peu une sorte de quête de vérité, que d'être le témoin aussi de plein de vérités différentes, de plein de personnes, et d'arriver à décentrer le regard, tu vois, sur quelque chose. Et je pense que la photographie, c'est une manière, enfin, c'est un médium qui te permet de le faire. Et dans cette BD-là, c'est trop intéressant. Parce que du coup, tu as ce regard de cet individu, enfin de Didier, ce photographe, qui du coup est pas un humanitaire, est pas médecin, prend des choses en photo, prend des gens en photo, et du coup, tu vois aussi les prismes qu'il peut avoir. Et en fait, la BD, ça raconte, si je dis pas de bêtises, un peu le regard d'un occidental, enfin, qui va en Afghanistan et qui, du coup, dans la BD, moi, j'ai vu juste quelques extraits, mais où, en gros, il prend des photos et sur ces photos, tu vois qu'il se questionne. Il dit, là, il fait, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais voilà, il fait très chaud, là, il fait... Et en fait, il fait plein de petites remarques un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. T'as ce... Et puis du coup, le texte permet aussi d'apporter des petites doses d'humour et d'explications sur des choses que tu vois, parce que parfois tu vas avoir des femmes avec leur chaderie, donc voilà intégrale. Enfin, tu vois, aujourd'hui c'est un sujet un peu touchy. Mais par exemple, après tu as une explication à côté où tu as donc Juliette qui est la chef de mission de MSF, qui est une femme française mais qui a passé pas mal de temps justement en Afghanistan parce que ses parents, son père était ingénieur en Afghanistan sur des infrastructures et tout. Donc elle parle parfaitement la langue, elle connaît les gens et tout, et même tu vois une femme chef de mission en 86 en Afghanistan. Enfin bref, et en fait elle t'explique à côté tout ce qu'il y a en fait derrière ce chaderie, genre comme un outil de résistance aussi, de choses que tu peux transporter dessous. Et du coup, c'est génial que tu aies ces photos qui te montrent les gens, leur visage ou pas, la gestuelle. Tu vois des enfants avec des armes. Tu vois les Mojahidines qui peuvent être super jeunes, super vieux. Tu vois pas mal de photos de grands-pères afghans qui, eux, avaient un rôle hyper important et structurant dans la société parce que, du coup, les plus jeunes faisaient la guerre. Donc, en fait, les plus vieux s'occupaient aussi des enfants, les amenaient dans les champs, les sortaient, etc. Et tout ça, du coup, c'est génial parce que tu as ces photos qui immortalisent des moments de vie dans un pays en guerre, mais en même temps, tu n'as pas que ça. Tu vois pas que ça. Tu vois les paysages... la nourriture, les soins aussi qui sont prodigués quand tu dis. C'est pas une BD qui parle que de la guerre. Non. Voilà. Ouais, c'est vraiment plus tout ce chemin déjà, cette longue traversée d'école à 5000 mètres parfois et tout pour monter cette clinique. Après toute la partie, les soins qui sont donnés à la fois à des blessés de guerre et aussi à la fois à des personnes qui juste en fait vivent dans des déserts sanitaires, donc ils viennent pour des soins qu'ils devraient avoir quotidiennement en temps normal s'il y avait des infras, quoi. Et après, tout le retour, en fait, de Didier qui rentre un peu solo. Voilà, il se passe plein de trucs, mais ça, je laisse... Tu le laisses découvrir. Voilà, exactement. La BD, donc elle se passe, tu l'as précisé, elle se passe en 86, donc pendant la guerre contre l'URSS. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ou Il y a une gestuelle, je pense, que j'ai pu observer, une hospitalité de dingue qui du coup est pas mal aussi mise en avant dans la BD, mais ouais, vraiment ce soin qui est apporté à l'accueil de l'autre, à lui faire découvrir ta culture. Après il y a des trucs qui m'ont marqué, par exemple les Afghans, souvent ils s'assoient. Ils sont vachement, quand ils font des réunions, quand t'as les hommes qui font des réunions, ils sont habillés, enfin ils sont assis comme ça, agenouillés un peu. Enfin, j'arriverai pas à l'expliquer, mais ouais, genre les fesses en arrière et les jambes pliées. Et ils restent des heures comme ça.
Ah ouais, donc, moi, la position, je la tiens pas 2 minutes, quoi. Je veux dire un peu en boule, quoi. Ouais, enfin comme ça, mais hyper proche du sol, mais genoux pliés. Et en fait, ça, c'est un truc, tu le vois sur les photos dans la BD. Ça, c'est un truc que j'ai pu observer et tout à des réunions qu'on a pu faire en extérieur. Les habits, du coup, par exemple, les hommes qui portent des habits très larges parce que ça permet aussi à l'air de circuler. Ça, c'est des trucs qui ont fait écho. La nourriture. Les grands plats, le thé, c'est vraiment un truc, t'arrives, on te sert du thé, tu manges des pistaches, des raisins secs, des trucs, là-bas t'as une profusion de raisins secs, pistaches, donc ça a fait écho. Et donc donc tu m'as aussi parlé d'une photographe, Marie-Laure de Decker, donc elle a été photographe de guerre dans les années 70, notamment au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et elle a voyagé au Tchad aussi. Comme toi. Ouais, grave. Ouais, c'est un peu aussi la boucle qui est bouclée. T'as une photo préférée d'elle ? Il y a une photo que j'aime trop du Tchad, justement, parce que c'était dans le Tibesti. Moi, je suis pas allée dans le Tibesti. Mais en fait, elle a été... elle a pas mal... Enfin, c'est un peu devenu son pays de cœur, je crois. Et en fait, t'as une photo et on lui a demandé de prendre, du coup, en photo tous les résistants. Et donc, du coup, elle est au milieu et après, t'as plein de personnes avec des armes et tout sur un gros rocher. Voilà. Tu parles du Vietnam, mais par exemple, elle était aussi au Yémen pendant la réunification des deux Yémen, genre dans les années 70. Elle a été où ? Elle a été aussi en Afrique du Sud pour l'apartheid. Elle a aussi pris des photos en France pour tout ce qui était manifestation féministe. Voilà. Et après, elle a des photos. En fait, moi, Marie-Laure de Decker, je la connaissais. C'est trop bizarre, mais je connaissais son nom parce que je connaissais des photos qu'elle avait prises qui n'étaient pas des photos de guerre. Du coup, je connaissais pas en fait tout le truc sur le Tchad et tout. Et du coup, quand je suis arrivée, j'ai vu les photos du Tchad. J'étais en mode oh waouh. Parce que même si c'est pas un endroit où je suis allée, en fait, pareil, quand j'allais à Adré, du coup, je prenais un petit vol des Nations Unies qui m'emmenait. Ça durait, je sais pas, 3 heures. Quoi. Je traversais en fait le Tchad, donc toute sa largeur. Et du coup, tu vois, en fait, t'es pas à très haute altitude, donc tu vois ce que tu vois les photos. En dessous, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois qu'il y a parfois donc c'est très désertique. Enfin, ça dépend où. En tout cas, moi, en plus, en allant vers l'est, tu vas sur des trucs plus désertiques. Et t'as des espèces de gros rochers qui sortent un peu de nulle part comme ça. Et dans les photos du Tibesti, justement, t'as aussi un peu de ça. Tu s'identifies un peu à elle aussi, je sais pas, quand tu voyages ou que tu vas dans des pays comme ça ou... Ça m'a plus aidé dans toute la période là que j'ai vécue, parce que je considère qu'elle se termine là plutôt maintenant en ce moment, mais de me questionner sur mon engagement et sur la possibilité d'un réengagement. Et en fait, du coup, tout son travail, parce que si je devais un peu définir son travail en tant que photoreporter, je pense, c'est que c'est trop intéressant parce qu'elle avait un regard assez différent d'un photojournalisme que tu peux avoir dans des contextes de guerre et tout, parfois un peu sensationnel ou qui cherche un peu le choc. Et elle, ce qu'elle essaie de mettre en avant, c'est le côté... beaucoup plus la dignité en fait des gens, ce qui se joue dans leur quotidien, et aussi ce qui se joue dans les marges. C'est pas juste c'est-à-dire dans les comment tu vois, ça va pas être des photos tu vois, par exemple t'as cette photo hyper connue, je suis désolée, j'ai pas le nom du photographe, ça craint, mais la guerre du Vietnam de cette petite fille, la tu petite vois, fille napalm. voilà, connue, tu vois, mais ça c'est une photo dure, très choc. Mais elle, du coup, c'est pas du tout ça en fait. Elle, c'est plus ce qui se passe à côté, quoi. Les enjeux qu'il y a à côté dans un pays en guerre, mais comment est-ce que la guerre aussi, elle façonne le quotidien des gens, l'impact que ça peut avoir sur leur physique, sur leur regard, le côté dur et en même temps toute la décence et la dignité qu'elle porte. Dans la photographie, tu as une rencontre qui s'opère et tu as toujours cette espèce de limite de c'est quoi la pudeur de l'autre, comment je respecte ce que l'autre y vit, ce que l'autre ressent, et en même temps comment je connecte et comment je crée un lien. Et ça, c'est vraiment un truc qui a... du coup, pour très sur un truc peut-être plus personnel, mais un truc qui m'a vachement accompagnée, je pense. J'ai eu beaucoup de moments de longue solitude le soir après le travail où tu t'es sur ta chaise en plastique comme ça dans le sable, tu bois ton eau et t'as plus d'électricité, quoi. Donc t'es avec ta frontale en noir comme ça et
tu te dis ouais en fait qu'est-ce que je fais là et t'as ce truc aussi de la distance que tu peux mettre avec l'autre. Parce que quand t'es humanitaire, on parle en chiffres, on quantifie les besoins, on parle en budget, on parle en cible à atteindre, de bénéficiaires, des choses comme ça. Et c'est important, et c'est pas du tout une critique, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est logique. Mais c'est une frustration. En tout cas, ça a été un gage de frustration pour moi que de parfois me dire mais c'est quoi l'histoire des gens derrière, c'est quoi les récits, faire presque du cas par cas ou c'est ça. Parce que tu sais que la personne a vécu des choses très traumatiques et en même temps ça me regarde pas, j'ai pas à connaître précisément, mais en même temps tu as aussi envie de savoir c'est quoi ton histoire. En fait j'ai pas envie de te réduire à un statut de victime et à une stat en fait. Et moi dans mon métier ça je l'avais moins quand même, parce que du coup le fait d'être sur le terrain et d'être au quotidien dans les sites de réfugiés, je parlais beaucoup parce qu'il y avait tous les représentants communautaires, les leaders communautaires, les sheikhs, les femmes. T'as des comités qu'on met en place en fait, qui sont représentatifs de la population et qui sont un peu nos points de contact en fait pour mettre en place ces activités, qui nous font remonter de l'info, etc. Et du coup, avec eux, j'établissais des liens. Donc j'avais des conversations, tu vois, je déjeunais avec eux, j'étais invitée à des... je sais pas, par exemple, il y a eu un moment, un jour, où ils ont organisé la circoncision de 63 enfants entre 7 et 10 ans. Et donc j'étais l'heureuse invitée, tu vois, de cet événement. Donc je me retrouve au milieu d'un truc avec des enfants allongés de partout qui se faisaient circoncire. Je suis en mode, oh waouh, et tout, qu'est-ce que je fais là? Mais c'était hyper important que je sois là parce que, en fait, voilà. Et du coup, là, tu connectes. Et c'est cool. Mais du coup, tu connectes là. Ouais, tu connectes. Mais du coup, t'as la question du regard, en fait. Et je trouve que la photographie te permet peut-être de plus saisir des choses, pas invisibles, mais du coup, que tu ne vas pas dire en tant que tel. Enfin, que tu n'as pas besoin de nommer, en fait. La distance est aussi nécessaire quand tu fais ce travail pour protéger l'histoire de l'autre et te protéger aussi un peu toi-même, peut-être, de ça. Mais c'est pour moi un secteur, c'est une forme d'engagement qui ne peut pas être comprise si tu fais pas le lien avec le collectif et en effet avec les liens que tu dois nourrir en fait. C'est vraiment c'est des terreaux fertiles quoi. Bon je te remercie. Merci à vous. Et je vais passer la parole à Lisa. On a un petit jeu qu'on fait à chaque fois. Ok. T'inquiète pas, c'est tout va bien. C'est très chill. Et c'est toujours un peu sur le même concept de lier engagement et culture. Alors, première question. La situation, c'est tu es à un repas de famille. Ouais. Pile en face de ton tonton qui est un peu lourdeau, si tu vois ce que je veux dire. Et tout à coup, il commence à sortir des phrases types qu'on a tous entendues. Les migrants profitent du système, ils prennent le travail des Français, nos logements sociaux et j'en passe. On a tous déjà entendu ça, je pense. Oui. Et là, t'as pas envie d'argumenter, t'en as un petit peu marre. Et tu te dis, je vais lui proposer une œuvre pour qu'il s'informe. Laquelle tu lui conseilles ? C'est un docu, franchement, si je peux en faire la publicité, let's go. Ça s'appelle Welcome to Europe, parce qu'en fait, ça aborde toute la question de l'Europe forteresse, les politiques migratoires européennes, l'externalisation des frontières, etc. C'est fait de manière... tu connectes parce que tu vois plein de personnes différentes, dans plein de situations différentes, qui ont plein d'histoires différentes. Et c'est en même temps aussi abordé avec des professionnels, des chercheurs. Avec des vrais chiffres. T'as des personnes politiques aussi. Mais t'as vraiment, c'est quelque chose qui est cool, qui est pas du tout compliqué dans l'approche, assez didactique. Ouais. Et du coup, en effet, sur les trucs de ça nous pompe notre argent, ils bénéficient de la sécu et tout. En fait, les réponses sont dedans. Super. Voilà. Merci. Ok, deuxième situation. Donc, tu es en face d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui souhaiterait s'engager sur le terrain à l'international. Mais ses parents sont un peu réticents par rapport à la sécurité. Qu'est-ce que tu leur dirais aux parents ? Ou est-ce que tu leur conseillerais aussi une œuvre ou un film, un livre ? Peu importe. En soi, la question du risque, quand on s'engage sur le terrain, elle est 100% présente. Et je pense que d'ailleurs, elle n'est pas forcément trop conscientisée ou évoquée.
Et pour le coup, même la question de l'engagement à un jeune, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... L'engagement, en fait, dans l'humanitaire, j'ai l'impression que c'est la base de notre métier. Et c'est pour autant peut-être le sujet dont on parle le moins. Avec mes collègues, potes pour certains, on n'a pas forcément évoqué le pourquoi du comment, de qu'est-ce que tu fous en fait là aujourd'hui, quoi. Et parce que les raisons, je pense qu'elles sont multiples. Et souvent, l'engagement, les gens disent j'ai envie d'aider. Mais en fait, oui, d'accord. Mais ça, tu peux aider n'importe où. T'es pas obligé d'aller dans un pays en guerre ou dans un pays où tu as des gros risques, je sais pas, sanitaires, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que ça fait partie du truc. Donc, pour les parents, je vais pas leur dire vous en faites pas, quoi, c'est sous contrôle, parce qu'en fait le risque il est bien présent, il est réel et il est de plus en plus présent parce qu'aujourd'hui les humanitaires sont vachement plus pris pour cible et on voit que de toute façon le droit international humanitaire ne protège pas, plus en tout cas. Donc du coup en termes d'œuvre, il y avait un docu, alors je crois que c'est MSF qui avait commandité le docu, ça s'appelle Égoïste et c'est sur les raisons de l'engagement. Okay. Et en fait, c'est plein d'humanitaires, du coup, qui bossent pour MSF. Donc, clairement, c'est des médecins, des infirmiers ou des logisticiens. Mais sur les raisons qui ont motivé, en fait, leur volonté d'aller sur le terrain. Troisième et dernière situation. Donc, tu dois intervenir dans une école pour aborder le thème des populations qui vivent des situations de crise. Mm-hmm. Est-ce que tu connais un film ou un livre, enfin une histoire, qui raconte le récit du quotidien d'une personne, en fait justement, là, on parlait de la question, humain. Est-ce que tu connais un récit qui pourrait sensibiliser les élèves? Pas forcément sur le quotidien, mais c'était l'histoire de la petite fille à Gaza qui s'est faite... la voix de... plus son prénom. La petite dans la voiture. Ouais, la petite dans la voiture. Rajab, je crois. Ouais, c'est ça. Comment ? La voix de... Mais même, tu vois, des films genre... comment ça s'appelle, là, le film en Inde sur... voilà, Slumdog Millionnaire. En vrai, alors, je l'ai vu il y a tellement longtemps, je m'en rappellerai pas, enfin, pas trop, mais tu vois la situation au quotidien de personnes... Ouais, d'ailleurs, Slumdog Millionnaire... non, je reviens dans l'interview. Slumdog Millionnaire... moi d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un film qu'on nous a montré au collège, carrément. Donc en géographie pour nous sensibles. Donc c'est parce qu'on parlait de la question des inégalités dans le monde. Moi c'est un film qu'on m'a montré et je pense que beaucoup ont dû le voir dans ce contexte. Mais c'est un film qu'on m'a vraiment montré à l'école pour le coup. Pour répondre à ta question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathilde ? Non, je pense, en soi, déjà, merci. C'était trop intéressant comme exercice. Non, et je pense que c'est cool parce qu'en plus, à l'idée en tout cas, savoir que j'allais participer à ce podcast, ça m'a permis de me poser des questions un peu restructurantes à un moment où là, voilà, plus ou moins, j'ai décidé que j'allais repartir sur le terrain parce qu'en fait, j'ai décidé que c'était vraiment quelque chose que j'aime, qui m'anime et en tout cas, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. C'est une belle manière, en tout cas, de boucler un peu cette période introspective avec tous les doutes que j'ai pu y mettre et déceptions, et en même temps tout le côté hyper excitant en fait, let's go. Du coup, merci. C'était une belle opportunité. Merci beaucoup à toi d'être venue, de nous avoir partagé tout ça, en tout cas.